2025. Quels sont les enjeux de cette rencontre? Peut-il y avoir une annonce déterminante sur la présidentielle de 2025 pour le parti au pouvoir? Quelle stratégie, finalement, du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix à 12 mois de ce scrutin majeur? Et puis, au chapitre de l'actualité à l'étranger, on s'intéresse ce soir, on n'a pas pu le faire la semaine dernière, à l'AES, l'Alliance des États du Sahel, pacte de défense mutuelle conclu entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, souvenez-vous, le 16 septembre 2023, un an après. Quel résultat au niveau sécuritaire dans l'ensemble des États, et plus particulièrement au Mali, secoué, vous le savez, la semaine dernière, par de violentes attaques terroristes au cœur de la capitale Bamako. Voilà pour le sommaire. Avec moi en plateau ce soir, je reçois pour vous, chez vous, professeur Hyacinthe Nobou, titulaire de l'université, analyse politique. Bonsoir et bienvenue, professeur. Bonsoir, monsieur Adi Arassoua. Comment vous allez? Je vais bien. Très bien, merci d'être là, ça va très bien, merci beaucoup. Merci. Professeur Arthur Banga, enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny, analyse politique, historien. Bonsoir et bienvenue. Salut Ali. Merci d'être là. Professeur Simplice Yodédian, enseignant de philosophie à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, écrivain. Bonsoir et bienvenue, professeur. Bonsoir Ali. Les images sont assurées d'être là ce soir? Morceau par morceau. Morceau par morceau, très bien, on l'espère en tout cas. Yacouba Doumbia, vous êtes journaliste au quotidien L'Avenir, proche du RHDP. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, bonsoir Ali. Merci beaucoup d'être là. Merci. Hervé Apali-Gueye, linguiste et expert en stratégie, analyse politique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment ça va? Je me porte très bien. Parfait, très bien. Martial Kobri, c'est la deuxième ce soir, d'ANCI 360. Il est ingénieur des techniques agricoles, citoyen engagé sur les réseaux sociaux, analyse politique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali. Merci d'être là, messieurs. Alors, tout de suite, on s'intéresse à ces sorties médiatiques cette semaine, d'abord chez nos confrères de France 24 et ensuite chez nos confrères de TV5 Monde, de l'avocat français Bourgi, qui a fait des déclarations, notamment sur les dessous des relations entre la France et certains régimes africains. On s'y intéresse parce qu'il a évoqué la situation de la Côte d'Ivoire en 2010. Pour lui, la France devrait se plier aux résultats proclamés par le Conseil constitutionnel, ce qui faisait de l'ex-président Laurent Gbagbo le vainqueur de la présidentielle. Ce sont des propos qui ont suscité la polémique, la controverse. Qu'est-ce que vous en pensez ce soir? On va commencer avec vous, professeur Hyacinthe Nobou. D'abord, je voulais faire observer que vous avez posé des questions que j'allais me poser moi-même. Bien sûr, que tout le monde se pose d'ailleurs. Pourquoi maintenant? Le timing est-il bien choisi? Pourquoi ces révélations n'ont pas été faites au moment où, ou bien avant le procès, ou au moment où le procès avait lieu? Et que vise Bourgi aujourd'hui en faisant de telles révélations à travers un livre? Est-ce qu'il a l'intention de réexister, puisqu'il n'est plus aux affaires, ou bien, je dirais même, qui a envoyé Bourgi? Qui sont les personnes qui sont derrière Bourgi? Vous pensez qu'il y a une main derrière? M. Bourgi est un homme des couloirs. Il a toujours été envoyé. Dans l'histoire des djembés, il les a transportés. Il est un homme de couloir, donc il travaille après ou sur instruction, j'allais dire. Alors, s'il est en train d'écrire, il est en train de parler, mais ça fait quand même 13 ans après. C'est aujourd'hui que M. Bourgi trouve nécessaire, au moment où la Côte d'Ivoire se retrouve dans une période assez importante de son histoire, où on va avoir des élections dans un an, à un an des élections. Mais qu'est-ce que nous voulons? C'est ramener la France-Afrique. Qu'est-ce qui ne va pas réellement? On pourra le savoir, mais ce que je pense, à mon humble avis, c'est que les choses vont... ça ne changera pas grand-chose. Ça veut dire qu'on ne sera pas en train de refaire les élections en Côte d'Ivoire. Du coup, on ne changera pas ce qu'il y a changé. Nous avons un régime qui est là. Ça fait déjà 5 ans, 15 ans au moins, bientôt, j'allais dire. Donc, en nous faisant retourner au moment où on parle d'élections, d'éligibilité, de candidature à valider. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? C'est autant de questions. Les gens se posent des questions. On souhaiterait qu'on en fasse l'analyse, mais ensemble, je pense qu'on devrait comprendre que la France-Afrique veut se réinventer et Bourgi veut renaître aussi. Parce que certainement qu'il n'est plus dans les couloirs et il veut revenir. Il faut rappeler que Robert Bourgi s'était fendu de quelques déclarations déjà en 2011. Professeur Banga, comment vous réagissez, vous? Déjà, pour répondre au professeur, non, ce n'est pas nouveau. Il a dit et redit tout ça plusieurs fois. Le seul truc qui est nouveau, et d'ailleurs on parle de révélation, je ne vois pas quelle est la révélation. Il y a zéro révélation dans ce que Bourgi a dit. Parce que d'abord, quand il dit... Le seul truc qui est bon, c'est qu'il a su jouer sur l'émotion
en faisant croire que, en appuyant, en ressortant le Conseil constitutionnel, mais le Conseil constitutionnel a dit à tout le monde que Laurent Gbagbo a gagné avant de se dédire. Deuxième chose, Sarkozy, c'est sûr, en descendant d'un avion qu'il a répété, qu'il donnait quelques jours à Laurent Gbagbo avant de D'abord, il n'y a rien de nouveau. Ensuite, ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Il a déjà dit et redit dans plusieurs interviews de la même façon. Qu'il écrive un livre à un certain moment donné de sa vie, oui, tout le monde a envie à un moment de laisser une bio, une autobio. Donc, tout le complotisme qui naît autour de Bourgi, qui d'ailleurs n'est même plus dans le game, hein. Rassurez-vous, si on doit, j'ai la chance de pouvoir travailler à la reconstruction de la relation afro-française. J'ai jamais vu Bourgi à une seule réunion ou même un mail. Il est has-been dans le truc. Et d'ailleurs, le rôle qu'il se donne, j'ai entendu ce successeur de Foucault, il dit, mais franchement, ce n'est qu'un vague mestre. Il n'a jamais participé à la conception. Encore peut-être son grand frère Albert qui écrivait de temps en temps, lui non. Maintenant, quand on revient au fond du sujet pour parler de l'élection gagnée ou perdue, bon, c'est vrai, on perd un peu du temps, mais moi, je veux juste rester sur l'aspect politique des résultats. Peut-être que certains, on pourra revenir sur d'autres aspects, mais en 2010, au premier tour que personne n'a discuté, Laurent Gbagbo a fait 38%. Je vous dis aujourd'hui, si en 2025, le RHDP fait 38%, au premier tour, ils ont perdu. Parce que tu peux être au pouvoir. Tu n'as pas de réserve de voix. Et tu fais 38%. Avec un taux de participation, mais où tu as participé, c'est 12%. Dans une élection à 2 tours, on se pose 2 questions au deuxième tour. La première, c'est quels seront les rapports? Et ensuite, comment ça va fonctionner ce report de vote? Première question, quel est le report de vote? Tout le monde le savait depuis au moins 2005. Donc 5 ans avant, le PDCI, le RDR, l'UDPCI qui est arrivé, je crois, 3e, non? Ou 4e à l'élection, tous ceux-là ont décidé de soutenir le premier. Depuis 2005, ils y travaillaient. Donc, naturellement, le report a été fait. Et donc, ça a été dit. Comment ça a fonctionné? Prenez juste les résultats de Yamoussoukro. Juste les résultats de Yamoussoukro. Au premier tour, Ouattara ne fait même pas 15% de Yamoussoukro. Au deuxième tour, il a fait 88%. Que chacun d'entre nous demande dans son entourage s'il connaît des militants du PDCI de 2010, sur 10 qui ont voté Henri Konan Bédié au premier tour, il y a au moins 8 qui ont voté Alassane Ouattara. Donc, il va gagner comment? Et puis, historiquement, Laurent Gbagbo a gagné, la seule élection que Laurent Gbagbo a gagnée en Côte d'Ivoire, historiquement, c'est l'élection présidentielle de 2000, où il n'y avait pas Ouattara et il n'y avait pas Bédié. Sinon, toutes les élections qui sont suivies après, on a toujours battu. Jusqu'à la dernière, on a toujours battu. Donc, Laurent Gbagbo perd une élection, c'est le contraire que la surprise, en fait, en Côte d'Ivoire. Donc, il y a zéro révélation et s'appuyer sur le conseil conditionnel qu'on sait déjà. Maintenant, je peux être d'accord avec vous. Oui, il voit bien que tout se passe sans lui aujourd'hui. Il n'est plus personne. Il a peut-être envie de revivre et de donner de l'émotion à 2 types de personnes. À des gens qui ont besoin de rêver ou de croire à leur déni. Le déni de la défaite de Laurent Gbagbo en 2010. Donc, ils ont eu quelque chose sur lequel ils s'accrochent pour vivre et pour revivre. Il y a un deuxième groupe qui alimente le fait que Alassane Ouattara soit dans la France-Afrique et tout ça. Donc, ces deux-là, ils sont dans une émotion et ils trouvent des révélations. Il y a zéro révélation. Et les arguments qui sont donnés sont caducs parce que l'élection de 2010, Laurent Gbagbo l'a bel et bien perdu. Le Conseil constitutionnel a dit, lui-même, on a eu d'abord la CEI, le Conseil constitutionnel qui a dit ensuite la certification, il y a eu une médiation de la CEDEAO. L'Union africaine est revenue ici. Elle a travaillé pendant combien de temps avant de venir confirmer cette défaite? Non, il faut arrêter un peu ces histoires, il faut arrêter de donner de l'importance à un monsieur qui est déjà perdu, qui ne représente plus rien dans la relation afro-française, qui a envie de se faire entendre. On vous a entendu, Arthur Banga. Hervé Apali-Gueye, vous m'avez l'air un peu perplexe. Oui, parce que je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne suis pas dans le secret des dieux et je ne peux pas répondre à la question est-ce que Laurent Gbagbo a gagné ou il a perdu? Et en tout cas, moi, je ne peux pas. Par contre, je m'intéresse beaucoup à ce que Bourgi a dit. Le plateau qu'il a utilisé, c'est le plateau de votre confrère, France 24 et puis TV5. C'est cela. C'est le plateau qui s'adresse en général, en politique, à l'Afrique. S'adresse beaucoup à l'Afrique, au monde francophone, pas à la France intérieure. Il y a ça. Deuxièmement, M. Bourgi avait l'air, il a dit, problème de conscience, sauf qu'il n'a pas donné le chèque qu'il a encaissé pour réparer le problème de conscience qu'il a. Et il aurait pu au moins donner le chèque, puisqu'il n'y a plus beaucoup d'argent. Il y a ça. Et donc, il se confesse. Mais pour moi, il y a
un vendeur de livres qui fait du marketing politique. Un vendeur de livres fait du marketing politique sur un plateau et qui affiche quelqu'un qui a mal à sa conscience. Il y a ça. Il y a deux choses. D'une part, on revient avec le débat de l'élection présidentielle à conflit qu'on connaît en Côte d'Ivoire. Et d'autre part, on révèle que Laurent Gbagbo a craché au bassinet. Voilà, c'est les deux nouvelles. Mais sur ce point, on a raison de le dire, ce n'est pas vraiment des scoops. Pas vraiment des scoops. Mais peut-être que c'est pour jeter un pavé dans une mare, je ne sais pas trop laquelle, parce que simplement, ça permet, quand on parle de cette discussion, avec Bourgi au centre, ça permet de le ressusciter aux yeux de ceux qui ne connaissent un peu moins aujourd'hui. Il y a ça. Mais il y a aussi, ma question personnelle que je pose, c'est la connivence entre certains chefs d'État africains dans le scandale de la dilapidation des deniers publics. Voilà, cette conscience que certains chefs d'État, comment ils font? Quelle est la raison pour laquelle ils mourraient? À quoi ils peuvent dire non? C'est ça qui m'intrigue le plus. Parce que ces deux scoops sont pas... Enfin, ce pas des scoops, mais il y a des éléments importants dedans. Depuis très longtemps, des chefs d'État africains et des personnalités politiques africaines prennent l'argent de leur peuple et partagent entre copains. Petite dilapidation entre copains qui existent. Et pendant ce temps, on dit que ça ne va pas, il y a de la crise et tout. Alors, la question que je me pose, certains chefs d'État sont-ils élus pour leur peuple ou pour service d'autres? Parce que dans certains couloirs, quelquefois, quand on accuse les Européens, on est en droit de dire quelle est la responsabilité des Africains. Et pour moi, il y a une responsabilité immense dans cette évasion, et le mot n'est pas le plus... c'est pas suffisant. Cette évasion de tout l'argent de l'Afrique pour des enrichissements personnels. Parce que je ne crois pas que cela soit écrit dans certains livres de la République française pour dire que tel a envoyé l'argent. Il faut toujours que ce soit dans les couloirs qu'on en parle. Il y a ça. Permettez-moi de finir sur ce point-là. Les élections présidentielles qui se sont tenues et qui ont vu la crise ivoirienne montrent bien à quel point les pseudo-amis de l'Afrique n'ont aucun respect pour le peuple africain. N'ont aucun respect, parce qu'on a parlé de 3000 morts, et je suis convaincu que ce bilan-là n'était pas... Peut-être que ça allait plus loin. Alors, un ami de l'Afrique se tairait pour qu'il y ait des morts partout et viendrait 14 ans ou 13 ans après dire une certaine vérité parce qu'il a mal à la conscience. Ça, c'est le reflet de la dépendance affective des autorités, certaines autorités africaines vis-à-vis de leur volonté à avoir des amis forcément. Un d'entre eux a dit une fois, il n'y a pas d'amitié dans ces choses-là, il n'y a que des intérêts. Mais ils se forcent à avoir des amis. Et voilà les amis qui sont incapables de respecter les vies humaines. Et là, il va falloir revoir sur ce point-là l'élément africain. Mais la question des élections présidentielles, je crois que c'est un débat qui ne devrait pas prendre parce que simplement, nous sommes dans une phase où le président Laurent Gbagbo même, je crois, qu'il serait passé à autre chose. Puisque, vu l'actualité politique, chacun se prépare pour revenir au pouvoir selon la lutte qu'il y a, la lutte, j'espère, politique et non armée, la lutte politique qu'il y a. Donc je crois qu'on a passé ce cap-là. Les Ivoiriens veulent certainement guérir. Maintenant, si ça peut contenter certains canapés ou certains endroits pour pouvoir se remettre, c'est juste une nostalgie que, pas les Ivoiriens, mais dont certaines personnes ont besoin, ou peut-être une main obscure a besoin pour se remettre au centre du débat des élections en Côte d'Ivoire, vu la nouveauté qu'il y a aujourd'hui, à partir de maintenant jusqu'aux élections prochaines, dans un an. Très bien. C'est juste ça. Professeur Simplicio Dédion. Je vais remonter du factuel au conceptuel. Allez-y. J'ai entendu Bourgi. Je vais dire ce que j'ai compris. Ce que j'ai compris, c'est que la politique est belle dans son essence, dans son déploiement,
la politique est tout ce qu'il y a de plus laid. C'est la première leçon que je retiens. On n'entre pas en politique main propre. Même si vous le faites, vous allez vous salir les mains. Que vous vous appeliez Gbagbo, que vous vous appeliez de n'importe quel nom, quand vous entrez en politique, il y a une pratique de la politique qui vous est imposée par une réalité. Sous nos tropiques ou c'est universel? C'est la politique. Il n'y a peut-être pas des mallettes qui se baladent en Europe ou aux États-Unis, mais il y a une autre manière de faire la politique qui garantit les intérêts ou des dirigeants ou des peuples. Ce n'est pas nous qui avons inventé le concept de ragione di Stato, la raison d'État. C'est dans la politique. La deuxième chose, c'est qu'il nous dit que dans le subconscient de l'homme politique moderne, occidental, vous voyez, quand ils sont tout jeunes là, on leur apprend les fables, et vous avez souligné tout à l'heure que j'aime bien les histoires. Il y a au moins 2 fables avec lesquelles les petits Européens grandissent. Le loup et l'agneau, le corbeau et le renard. Le loup et l'agneau nous enseignent quoi? La raison du plus fort est toujours la meilleure. Et le corbeau et le renard nous enseignent que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. On est entre la force et la ruse. Ce que les Français ou les Sarkozy ne peuvent pas avoir avec la force ou les Chirac, ils cherchent à l'avoir avec la ruse. C'est ainsi que fonctionne la politique. Troisième chose, il nous dit qu'en politique, il y a 2 facettes. Il y a ce qui relève de la lumière de ce qu'on voit, ce qui relève de la diurnité, et puis il y a ce qui relève de l'ombre et de la nocturnité. Ces histoires de mallettes, ce n'est pas toujours qu'on le sait. Mais il y a un moment où ça apparaît. Il y a un moment où on le dit. Mais parfois, on ne le sait pas toujours au niveau populaire que c'est en train de se passer. Et on donne tellement du crédit à nos hommes politiques parfois qu'on se dit qu'ils sont tellement blancs qu'ils ne peuvent pas entrer dans ces choses-là. Sauf que ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est qu'il y a eu intelligence de situation. Vous avez affaire à un socialiste, ça, Laurent Gbagbo, qui donne de l'argent à un homme de droite pour sa campagne. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Houphouët-Boigny l'a fait. Jusqu'à ce qu'on arrive à Laurent Gbagbo, socialiste, on aurait pu penser, lui qui était un chantre de la souveraineté, on n'aurait pas pu penser qu'il serait tombé dans ça. Mais il y a le désir, le principe de plaisir. Inventez tous les concepts que vous voulez. Panafricanisme, souverainisme, la liberté, la dignité de l'Afrique. Faites-vous plaisir. À côté du principe de plaisir, il y a le principe de réalité. La réalité vous impose parfois des choses qu'au départ, vous n'avez pas souhaité faire. Il faut qu'on l'intègre dans la pratique politique telle que nous voyons. Dernière chose, Ali. Et pour moi, c'est ça le plus important dans tout ce que Bourgi a dit. Pour moi, il dit que si nous continuons de nous comporter comme nous faisons, si nous n'organisons pas des élections correctes, transparentes, des élections qui répondent aux standards, si nous ne prenons pas nos responsabilités pour organiser sereinement notre vie politique, alors il y aura toujours des Chirac, il y aura toujours des Sarkozy sur notre chemin. Il faut qu'on se fasse respecter. Mais le respect, ça se mérite. C'est pourquoi il faut qu'on se prenne en charge, qu'on travaille sur nous-mêmes, et je vous assure que lorsque nous allons être capables d'élire nos dirigeants sans problème, sans intervention extérieure, il n'y a pas un Sarkozy qui va menacer de vitrifier qui que ce soit parce que c'est de l'humiliation. Parce que c'est de l'humiliation pour nos chefs d'État et personne, qu'il soit Sarkozy, qu'il soit Macron, qu'il soit Biden, si nous sommes responsables et si nous prenons en charge, personne ne devrait pouvoir nous menacer, personne ne devrait pouvoir nous imposer son idiosyncrasie. Très bien. Yacouba Doumbia. Alors, je vais réagir rapidement sur 2 choses. Allez-y. Bourgi dit que Laurent Gbagbo a craché au bassinet. C'est-à-dire qu'il a offert 3 millions de dollars, qui correspond à peu près à 1,8 milliard à M. Chirac. C'est de l'argent public.
En situation normale, Laurent Gbagbo doit être entendu parce que c'est un acte de corruption. Mais nous allons passer dessus, puisqu'il y a quasiment 20 ans que cela s'est passé. La deuxième chose, c'est concernant les élections présidentielles. Je vais rassurer M. Apali, qui dit qu'il n'est pas dans le secret des dieux. Nous, en tant que journalistes, on a suivi tout le processus électoral jusqu'aux élections, jusqu'à l'après-élection. Et je puisse lui garantir que Laurent Gbagbo a bel et bien perdu les élections. Pour la simple et bonne raison que le Conseil constitutionnel a délibéré en annulant les résultats de 7 départements. En réalité, ce n'est même pas 7 départements, parce que le certificateur à l'époque a fait la démonstration devant tous que même en retirant les 7 départements des voix du candidat Alassane Ouattara, Ouattara était toujours vainqueur. En réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été annulé le vote de 7 centres de coordination de la CEI, qui correspond à 13 départements, qui correspond à 570 000 voix, soit 13,10%. C'est ce qui a été retiré à Alassane Ouattara. D'ailleurs, la dernière médiation en date et qui a permis justement de déclencher ce qu'on a appelé l'opération de vitrification, c'était la médiation de l'Union africaine. Cette médiation a fait suite au rapport de Raila Odinga, qui a été mandaté par le Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine afin de trouver une solution à la crise ivoirienne. Raila Odinga est venu en Côte d'Ivoire, j'étais à l'aéroport international, quand il a fait sa déclaration avant de s'envoler pour Addis Abeba, pour établir un rapport devant les membres du Conseil de sécurité et de paix. C'était le 29 janvier 2011. C'est à la suite de la déclaration de Raila Odinga que le Conseil de sécurité et de paix a décidé de mettre en place un groupe de travail, un groupe d'experts, chapeauté par un panel de 5 chefs d'État, afin de venir entendre les différents acteurs et démêler les chevaux de la crise post-électorale. Les experts sont arrivés en Côte d'Ivoire du 6 au 11 février 2011, ensuite du 21 au 22 février 2011. À la suite de leur arrivée, ils ont rencontré tous les acteurs. Ils ont rencontré Laurent Gbagbo, ils ont rencontré Alassane Ouattara, ils ont rencontré le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, Choi, ils ont rencontré le représentant spécial du facilitateur, Bouraïma Badini, la CEI, le Conseil constitutionnel et les acteurs de la société civile. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, ils ont même consulté les PV. Ce groupe d'experts a rendu sa décision en confirmant la victoire d'Alassane Ouattara sur la base de ce que tous ces acteurs à l'heure ont dit, sur la base également de la consultation des PV. Le rapport existe bel et bien. Tout le monde peut aller le consulter. Il suffit de taper Google, rapport des experts de l'Union africaine sur la crise post-électorale. Vous allez voir le rapport. Il y a un point important dans ce rapport qui a attiré notre attention. C'est le point de la rencontre entre les experts et le Conseil constitutionnel. Il y a 3 points à l'ordre de la réunion, à l'ordre du jour de la réunion. Il y a 3 questions qui ont été posées à Yao Paul Ndré auxquelles il n'a pas pu répondre. La première question, c'était de lui demander pourquoi il a annulé les voix favorables au candidat Alassane Ouattara. Yao Paul Ndré a rétorqué que c'est sur requête des femmes de LMP, donc l'ancien parti au pouvoir, sur des cas de viol et d'exaction. Il y a un expert qui a posé la question à Yao Paul Ndré, comment on peut violer quelqu'un en plein jour dans un endroit aussi public qu'un lieu de vote? Motus et bouche cousue. Yao Paul Ndré n'a pas pu parler. La deuxième question, pourquoi n'a-t-il pas convoqué l'article 64 du Code électoral, assez rapidement, l'article 64 du Code électoral, qui dit qu'en cas d'irrégularité grave, il faut annuler les élections et les reprendre. Yao Paul Ndré dit, et je le cite, qu'en réalité, lui, il pense que les irrégularités, si ça portait sur 30 à 40%, il allait les annuler. Et enfin, on lui a demandé de lire l'article 59 du Code électoral. C'est un membre du Conseil qui a lu l'article qui disait qu'il fallait transmettre les PV dans un délai de 3 jours au Conseil constitutionnel. Mais le membre ajoute pour dire qu'en réalité, eux, en tant que Conseil constitutionnel, ils ont mal interprété cet article-là, qu'il n'était pas question de proclamer les résultats dans les 3 jours, mais plutôt de transmettre les PV. À partir de ces éléments, le groupe d'experts a conclu que Laurent Gbagbo a bel et bien perdu les élections. Donc, ce que Bourgi dit, il ne dit rien de nouveau. Il dit ce que nous tous, nous avons entendu. Mais ce qui est bon quand même de relever pour que tout le monde le sache, c'est qu'il y a eu du faux, il y a eu de la forfaiture. D'ailleurs, Yao Paul Ndré est venu dire qu'on était tous possédés par le Satan. Il était le seul à être possédé par le Satan. Très bien, parfait. Martial Kobri. Merci. Alors, par rapport à l'élection de 2010, déjà, quand le Conseil constitutionnel ne respecte pas la loi en fait reprendre les élections et annule certaines voix, déjà, on est en porte-à-faux avec la loi. Donc, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ensuite, ça pose le problème de l'organisation de nos élections. Les élections ne sont pas transparentes, comme je le disais le dimanche dernier. Il faudrait, au lieu de discuter avec des gens, on a entendu ci, ça, il faudrait que les résultats bureau de vote par bureau de vote soient publiés, soient publics. Comme ça, chacun peut
chacun peut calculer lui-même en fonction des différentes circonscriptions les résultats qu'il y a dans les villes. On a des PV qui sont des PV globaux, qui sont peut-être publiés, mais pas les résultats par bureau de vote. Ensuite, quand il s'agit de ce que M. Bourgi dit, moi, je suis quand même étonné qu'on ne trouve pas grave ces propos, notamment par rapport aux différents financements que font les chefs d'État. Bon, j'ai eu l'impression, Voilà, c'est quand même assez grave que des présidents de la République utilisent des fonds publics pour financer des campagnes électorales de candidats en Europe, par exemple. Et ça donne donc du grain à moudre à tous ceux qui luttent aujourd'hui contre la France-Afrique, qui s'appellent panafricains, parce qu'ils ont envie justement de briser ce lien-là entre les différents chefs d'État qui sont considérés comme des laquais des États français, et puis que les peuples, comme le professeur Dion dit, il faudrait que les peuples se prennent en charge. Donc, ils tiennent ce discours, on est d'accord avec eux, et il faudrait qu'on puisse être des États vraiment indépendants et plus sous influence de n'importe quel autre pays. Comment est-ce qu'un chef d'État peut décider de faire sauter un autre chef d'État d'un autre pays et on nous dit qu'on est souverain? Non, c'est pas normal. Très bien. Monsieur Brice Guédé nous appelle de Port-Bois. Est-ce qu'il est toujours là, Monsieur Brice Guédé? Est-ce qu'il est là? Oui, il est là. D'accord. Monsieur Brice Guédé, bonsoir. Bonsoir, M. Ali. Vous, ce qui vous interroge, c'est le timing de cette sortie de Robert Bourgi. Allez-y. Oui, tout à fait. Et puis, ce que je voulais dire dans un premier temps, c'est que M. Bourgi ne dit rien de nouveau. Comme l'ont rappelé plusieurs d'entre nos intervenants. Allô? Allez-y, on vous écoute. Voilà, M. Bourgi ne dit rien de neuf, rien de nouveau. Parce que tout ce qu'il dit, nous le savons déjà. Même M. Babo, dans son livre qu'il a écrit en 2014, avec François Maté, alors qu'il était à la prison à La Haye, et il a signifié dans son livre qu'il avait participé au financement de la campagne de M. Chirac. Mais il a dit que l'initiative ne venait pas de lui et qu'il a été approché. Et quand on l'a approché, on lui a fait part de ce que, voilà, c'est comme ça les choses fonctionnent. Mais lui, il venait à peine de prendre le pouvoir. Il s'est dit que si il pouvait le faire ainsi pour la paix, pour qu'on l'empêche de s'aimer le trouble dans son pays, sacrifice. Parce qu'en fait, la recherche de la paix, ça a un coût. Et donc, c'est juste dit que ce que M. Bourgi a dit, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On le sait déjà. Maintenant, pour revenir un peu sur un aspect qui a été évoqué sur le plateau, concernant l'élection de 2010. Au premier tour, il y a eu un problème. Le premier tour ne s'est pas totalement bien passé ou correctement bien passé comme on prétend le faire croire. Il y a eu l'affaire Bédié. Le problème soulevé par le président Bédié. Les 600 000 voix. Le président Bédié a porté un recours en annulation de 600 000 voix. Parce qu'il y avait de nombreux procès-verbaux en zone CNO qui étaient suspects. Mais on ne sait pas quelle alchimie, par quel concours de circonstances, le recours du président Bédié a été porté hors délai. Mais lui-même, en 2013, le président Bédié, lors d'un congrès du Parti démocratique ivoirien, le PDCI, il a fait une révélation. Il a dit « Le rang que j'ai occupé à l'élection de 2010 n'était pas le mien. Mais vous conviendrez avec moi que les dés étaient déjà pipés. » C'est le président Bédié qui l'a dit. Pourquoi il a dit pipé? Et là, ça revient encore. Est-ce que, en révélant dans votre témoignage ces propos du président Bédié, vous pouvez rappeler peut-être la source? Oui, j'ai dit au congrès du PDCI en 2013, octobre 2013. Voilà. Le président Bédié a fait cette révélation lors de ce congrès. Il a dit le rang que j'ai occupé à l'élection de 2010 n'était pas le mien. Mais vous conviendrez avec moi que les dés étaient déjà pipés. Alors tout le monde peut faire les recherches là-dessus. On va fact-checker, mais terminez vos propos. Voilà. Donc c'est dit qu'il y avait effectivement un problème. Mais pourquoi il a dit pipé? Donc ça revient encore sur ce que la révélation de Bourgi, par rapport à l'implication, la très forte implication de M. Nicolas Sarkozy dans l'élection de 2010. Est-ce qu'il n'y avait pas eu des coups de fil parallèles qui ont été faits? Pas, nous ne le savons pas. Maintenant, concernant la certification de l'ONUCI, mais sur la base de quoi l'ONUCI, qui avait des représentants dans seulement 721 bureaux de vote, pouvait-elle certifier les élections alors qu'il y avait plus de 20 000 bureaux de vote, ce qui correspond à 3%, n'est-ce pas, de
de représentation dans les différents bureaux de vote. 3%, avec 3%, on pouvait certifier quelle élection. Donc cela aussi était problématique. Et concernant le deuxième tour des élections, il y a fil technologique. Avant même que la CEI ne prononce les résultats, qui avait dit que, dans un rapport, que son logiciel a rejeté plus de 2000 procès-verbaux qui étaient irréguliers, des procès-verbaux qui avaient le nombre de votants supérieur au nombre d'inscrits. Donc, quand on fait un peu, disons, la comparaison par rapport aux résultats qui ont été fournis par la CEI au Golf Hotel, la différence de voix, au-delà même des 7 départements qui ont été annulés, mais prenez la différence de voix. Il y a eu environ 370 000 voix qui ont séparé le candidat qui a été déclaré élu par rapport au candidat perdant. 370 000 voix. Mais si vous revenez encore sur ce qui a été communiqué par fil technologique, c'est-à-dire les 2000 bureaux de vote, à travers les bourrages d'urnes, ça correspond à pratiquement 390 000 voix de différence. Donc vous comprenez aisément que cette élection posait problème. Alors, tous les candidats avaient des procès-verbaux. Pourquoi n'avoir pas procédé au récomptage des voix pour que cela soit au clair? D'accord. Donc, c'est une question que demain, les historiens peut-être se poseront. Bien sûr, bien sûr. Ils vont analyser. Certainement, vous avez eu suffisamment de temps pour développer un point de vue. En tout cas, merci de nous avoir appelés. Depuis Port-Bouin, M. Brice Guédé, en séance là, justement, que les propos de Bourgi, j'ai entendu certains dire c'est pas important cette sortie, on l'a déjà entendu. Mais sur l'élection, par exemple, de 2010, les débats se poursuivent encore aujourd'hui sur qui a gagné, qui n'a pas gagné. Et ça rouvre le débat, finalement, professeur Yassine Nogbou. Monsieur Diarassoua, oui. En fait, je suis un peu surpris. Parce que, pour moi, il ne s'agit pas de venir... Sommes-nous là en train de répondre aux questions que pose le président Laurent Gbagbo depuis qui a gagné les élections? Je pensais que ce n'était pas pour ça. Oui, bien sûr. On serait là parce que quand on écoute les décomptages, les décryptages qui sont faits, on est en train de retomber dans le vieux débat. Pendant que quelqu'un tient un discours à la veille des élections de 2025. Dans un média qui est plus écouté par les Africains que par les Européens. Que vise-t-il? Pour moi, est-ce que c'est opportun maintenant? Ce ne sont pas des révélations, il les a dites il y a longtemps, mais ce qui est en train de se passer, il y a quelque chose qui est visé. Mais là, en train de dire, il y a eu tel nombre de voix, tel a perdu, il le sait, tel le sait. Moi, je ne pense pas que ce soit des choses aujourd'hui qui valent la peine d'être faites ou dites. Cependant, la question qui me reste posée à moi, lorsqu'on reste, on est dans la situation où on est, il faut se demander. Je vous donnerai certainement une image. Bon, certainement, un philosophe en appellera un autre. Il faut qu'on aille au-delà de ce qui est en train de se dire. Vous voyez, le corbeau est le seul oiseau qui se pose sur l'aigle et le pique. Mais lorsqu'il commence à faire cela, l'aigle ne se jette pas par terre. Il prend de la hauteur. Il prend de la hauteur et le corbeau étouffe et le lâche. Mais si nous restons là à faire ce que nous sommes en train de faire, on n'avancera pas. Absolument. Oui. Professeur Banga? Non, deux choses. C'est important de revenir dessus. Vous savez, il y a des gamins qui nous regardent, qui n'étaient même pas nés, ou qui avaient 5 ans, qui avaient 10 ans, qui ne vont pas forcément avoir la vérité aujourd'hui, parce que chacun construit sa vérité. Ouais. Mais peuvent, par les débats qu'on a, construire aussi leur vérité. C'est important d'en parler. Il n'y a pas de sujet tabou, surtout quand on est d'accord que c'est envoyer 3000 morts. Avant de venir à salver sur le timing. Mais le monsieur Légial fait plein de livres. Il a repris un entretien. Et d'ailleurs, ça parle de l'Afrique. Mais le journaliste, évidemment, l'auteur, évidemment, savent très bien qu'il y a des chapitres sur tous les pays. Hein, mais que, justement, le chapitre qui sera plus intéressant, vu cet environnement-là, c'est le chapitre Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il en parle. Voilà. Je suis toujours surpris par le pouvoir que les gens donnent à certaines personnes, se compétissent. Bon, on ne peut pas sortir des gens, mais je peux vous garantir, moi je pense, je ne vais pas garantir, mais je pense que il n'y a pas de timing particulier. À chaque fois que tu sors un livre qui parle de la France, de l'Afrique, on va chercher d'abord ceux qui peuvent acheter les livres. Mais un Américain va faire un livre de Bourgi, il ne le connaît même pas. Ceux qui peuvent acheter les livres de Bourgi, c'est ceux qui regardent France 24, TVC, qui nous regardent, c'est nous qui pouvons. Non, c'est vers nous que ça va aller en premier. Mais si je fais sortir un livre sur la Côte d'Ivoire, je vais d'abord chercher le public, il y a des Ivoiriens qui s'intéressent à la Côte d'Ivoire. Maintenant, sur une élection, il parle des 600 000 voix de Henri Konan Bédié. Mais moi, je peux vous dire, puisqu'à l'époque, j'étais très introduit au PDCRDA. Pour construire le recours, pour trouver même les PV pour construire le recours, on n'a pas pu. Oui, on n'a pas pu, effectivement. On n'a pas pu. Oui. L'avocat du PDCRDA, c'est Jeannot Awsou Kouadio. Oui. Vous pouvez lui demander. Pour faire le... On n'a pas pu. Pourquoi?
Parce qu'on n'avait pas d'éléments. Je t'ai dit ça aujourd'hui. Vous n'avez pas les PV. Il n'y avait pas les PV, lui l'a dit. Qu'est-ce qui se passe dans les PV? Quand tu parles de bureau de vote à bureau de vote, les résultats là, moi, à la fin là, le décompte là, ça se fait dans une salle de classe. Tu viens, tu regardes. Il y a des gens qui appellent le patron. Pour lui dire, patron, on a eu 10 000 voix. Et le patron attend le PV, il ne vient pas. Parce que son patron n'a pas eu 10 000 voix. Donc au moment de tout ça pour remettre, c'était compliqué, ils n'ont pas pu. La certification, comment l'ONUC a certifié? Il y avait 6 PV. PV, en plus des candidats. Chaque candidat a son PV, non? En plus, il y avait 6 PV. Oui. Le PV de la CEI, le PV du Conseil constitutionnel, le PV de Choi, le PV de Badini, et puis il y avait une autre organisation avec son PV. Donc la CEI, là, avec tous ces PV, c'est peut-être quand les experts de... Quand ils récoltaient, là, quand les experts de l'Union africaine sont venus, ils n'ont pas besoin de récolter. Ils ont juste repris des PV de Badini et de Choi, sur lesquels ils ont travaillé pendant 2 semaines. Oui. Ils ont fait ça. Est-ce qu'on dit de récolter? André, il a annulé pour le récoltage? Il n'a pas amené pour le comptage? Non, non, c'est sur la base des PV. Les PV ont été là. C'est toujours là. Il y avait 6 PV. Et même aujourd'hui, quand tu vas à une élection, moi je vote à Boissou. J'ai assisté à la fin. Chaque bureau de vote, vous êtes dehors. Donc une ONG, c'est que les Ivoiriens ne font pas d'efforts. C'est un mouvement citoyen ivoirien, là. Bien sûr, il peut avoir les résultats avant même la CEI. Oui. Il suffit de mettre un représentant dans chaque truc. Et puis on prend la photo. Nous, on aura des résultats. Mais comme nous, on n'est pas des gars, on ne veut pas s'organiser, on ne veut pas se structurer, on laisse tout ça. Sinon, les PV, là, c'est là, le vote, on écrit. Si tu viens le lendemain, là, tu vas voir le vote. On va mettre, par exemple, Massa Kobri, 15 voix. C'est dans les salles de classe. Très bien. Maintenant, il a parlé de la certification, comment il a été certifié. C'est important d'en parler. Je reviens sur le fait que Laurent Gbagbo a bel et bien perdu. Parce que tout ça a été fait. Et comme je le dis, politiquement, il ne peut pas gagner. Parce que c'est impossible. Le report de voix a fonctionné. Attends, l'autre à 32, il a 27. Plus de 75% de ses militants ont voté. Tu gagnes comment? La preuve, qu'est-ce qu'ils font pour gagner? Mais on doit avoir honte. Quand toi-même tu es président, on vient te dire qu'on a gagné en amenant 12 départements. Donc tous ceux qui sont au nord de Côte d'Ivoire, eux ne comptent pas quoi. Et puis toi tu es un président, donc acceptez ça. Et puis il y a des gens qui disent que quand on vient vous dire qu'on a annulé 12 départements, tout le nord de la Côte d'Ivoire, ça fait pas mal. Vous pensez que ça c'est normal? On vous a bien compris, professeur Banga, on vous a compris. Apali, ensuite professeur Dion. Alors, vous voyez bien qu'on arrête. Vous voyez bien qu'on a raison de dire qu'on n'est pas dans les secrets de Dieu. Parce que ceux qui sont dans les secrets de Dieu, qui disent, qui savent, qui veulent nous rassurer, parce qu'on n'y était pas, n'ont pas la même opinion que d'autres qui sont ailleurs, qui disent qu'eux aussi, ils y étaient, et ils ont écouté Sarkozy, ils ont écouté si. Nous avons raison de dire, on n'est pas dans le secret de Dieu. Et c'est pas moi qu'il faut rassurer. C'est Bourgi qu'il faut rassurer, en fait. Non, vous voyez, je me contrefiche. c'est Bourgi qu'il faut rassurer. Mais nous qui ne sommes pas là où ces choses-là se sont passées, mais qui avons acquis que nous sommes 13 ans ou 14 ans après, la question pour nous, ce n'est pas qui a gagné les élections. Cette question, elle est rétrograde, elle est inutile et elle est inopportune. Ce n'est même pas un débat. Le débat aujourd'hui, tout à l'heure je l'ai dit, un vendeur de livres s'adresse à un public africain et il fait sa promotion de livres en évoquant des faits. Un fait électoral et un fait de déni de valeurs ou d'orientation politique. C'est-à-dire, panafricaniste et souverainiste, on crache au bassinet. Ça suscite donc réaction dans les deux camps. Donc ça vend des livres. Objectif immédiat, se faire revoir, vendre des livres. Deuxièmement, se remettre à la mémoire et au souvenir de ceux qui l'auraient oublié. Troisièmement, au cas où ceux qui sont en France voudraient trouver quelqu'un qu'ils vont envoyer en Afrique, il est là. Il y a ça pour moi qu'il est en train de dire. Et puis quatrièmement, j'aimerais adhérer à la piste de réflexion du professeur Dion qui dit, ben, écoutez, et on l'a dit ici il y a quelques mois, l'incompétence des États africains à trouver des compétences pour gérer leurs élections suscite et aiguise ce type de présence, de rapaces qui viennent pouvoir faire ce que nous permettent de réfléchir comme ils voudraient faire. Les élections de 2025 qui arrivent portent en elles tout ce qu'il faut pour que ça ne marche pas si on n'a pas les compétences et si on ne se débarrasse pas des émotions qui nous ont envoyés là où nous étions avant.
Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que Bourgi, en le disant, est en train de nous faire du bien, en disant, ben tiens, attention, ça peut se reproduire, ou est-il en train de s'inviter ou inviter des mains obscures? Voilà le vrai débat pour nous. Mais nous ne sommes pas, et je le confirme, dans le secret de Dieu, puisque ceux qui y sont s'entendent même pas. Professeur Dian, il y en a beaucoup, effectivement, qui y voient des mains obscurantistes pour que la Côte d'Ivoire soit divisée davantage, pour que la présidentielle ne se passe pas comme il se doit. Est-ce que vous pensez qu'il y a des mains derrière cette sortie de Bourgi? Il peut avoir des mains. Mais parce qu'on est en politique, et je le répète encore une fois, on ne peut pas partir du principe que les choses se font comme ça. Non, non, rien ne se fait en ex vain. nihilo. Ex nihilo, je suis d'accord avec le prof. On peut toujours penser qu'il y a quelque chose. Maintenant, on peut ne pas savoir qu'est-ce qu'il y a. On accorde une tribune à quelqu'un, il y a plusieurs niveaux d'observation. Ça peut être juste quelqu'un qui vend le livre, comme dit Sébastien, mais ça peut être aussi derrière, parce que, écoutez, une société organisée comme la société occidentale, elle ne fait rien en vain. Ça, au moins, on peut s'entendre là-dessus. La deuxième chose, c'est, et Apali l'a éloquemment dit, quand on a fini d'entendre Bourgi, qui nous rappelle notre propre histoire, donc nos propres turpitudes, comment on fait pour que des gens comme Bourgi ne disent plus des choses comme ça sur nous, sur nos chefs d'État, sur nos peuples, sur nos élections? Comment on fait pour que en 2025, quand on a fini nos élections, que personne ne vienne dire tel chef d'État européen a appelé pour menacer tel autre, pour menacer tel candidat, pour... Nous tirons les leçons de ce que chacun dit et des expériences de chacun. C'est pourquoi il était important que Bourgi parle à ce moment précis, parce que nous allons à une compétition et ça nous interpelle. Ne cherchons pas toujours à être borgne. La borgnitude intellectuelle qui consiste à regarder avec un seul œil quelque chose qui nous concerne et on prend, ça ne nous permet pas de voir les choses dans leur totalité. Nous disons ici, oui, il y a tout un débat qu'on peut faire sur qui a été élu, qui n'a pas été élu. Il y a un président qui est là qui travaille. Et ce président qui est là, celui qu'on dit qui a gagné, est allé se présenter à lui, à la présidence de la République, et donc à légitimer sa position. Donc, pour nous, Ivoiriens, ça n'a pas un débat pour nous. Mais quand lui, il en parle, et quand lui, il est en train de nous dire qu'on a pris notre argent, nos milliards, pour donner à un chef d'État européen, ça veut dire que là-bas, ils ont une gouvernance qui est faite de telle sorte que Chirac n'a même pas l'argent pour aller en campagne. Et c'est nous, en Afrique, qui avons suffisamment d'argent à prendre pour aller donner à Chirac pour que lui, il puisse être président chez lui. Donc, il y a notre gouvernance qui est interpellée. Revoyons notre gouvernance. Parce que la manière dont les gens nous gouvernent ici, mais c'est ça qui définit le niveau de subordination de nos autorités. Et c'est pour ça qu'il faut passer à autre chose. Nous sommes en train de parler valeurs ici. Nous sommes en train de parler futur. Nous sommes en train de parler construction d'une Côte d'Ivoire debout, souveraine. Et à partir de ce moment-là, c'est à nous de faire en sorte que les élections qui arrivent là, elles se déroulent bien, qu'on ait un chef d'État qui puisse faire son travail, que ce soit celui qui est là, que ce soit quelqu'un d'autre, mais qu'aucun puissant ne puisse intervenir dans nos affaires parce que nous avons été incapables de gérer nos affaires. Parce que de toute façon, même quand les puissants interviennent, ça peut se savoir un jour. Mais tout à fait. Et puis ça peut révéler une certaine hégémonie qui, justement, suscite beaucoup d'indignation en Afrique de l'Ouest en ce moment. Alors, avant de vous prendre Yacouba Doumbia, on va écouter Marilyn Kissi, qui, elle, nous appelle de Cocody. Pour vous, Madame Kissi, c'est pas toujours qu'une femme nous appelle au standard pour participer à une émission, faut-il le préciser. Pour vous, le discours de Robert Bourgi dérange parce qu'il peut avoir un message caché derrière. Madame Kissi, bonsoir. Bonsoir, bonsoir M. Garasouba. Nous vous écoutons. À tous. Alors, comme je le disais, la sortie de M. Bourgi, pour moi, ça dérange tout simplement parce que, premièrement, en l'espèce, il vient répondre à la question que tous les Ivoiriens se posaient, qui était de savoir qui avait gagné les élections. Et ça, il nous informe que c'est Gbagbo. Mais ça, je pense que tout le monde le savait. Mais déjà, il faut rappeler que M. Bourgi, c'est un peu comme le Bob Denard, militaire, mais du côté civil.
C'est un chien de guerre qui amasse richesse sur les Madame, ruines. attention quand même au vocabulaire, hein, on ne va pas parler de chien de guerre. Non, mais je pense qu'il faut pas qu'on ait peur de dire les mots. Non, on peut les dire d'une autre façon aussi. D'accord, ok, je retire alors. Donc, c'est vrai, les gens disent que parce qu'il veut vendre un livre, c'est pourquoi qu'il fait sa sortie et tout. Mais toujours est-il que je dis plutôt qu'il est venu insidieusement préparer les modalités au changement du pouvoir. Parce que, informer la population, préparer les modalités au changement de pouvoir. Parce que là, on voit que, premièrement, la France qui lâche dans son intervention, la France qui lâche M. Alassane Ouattara. Est-ce que Bourgi est un officiel français? Bon, on sait tous que c'est un peu l'envoyé masqué de tous les différents régimes qui se sont succédés depuis pas mal longtemps en France. Et ça, c'est un point important à relever. Bon, c'est votre point de vue, on le respecte. Continuez, voilà. continuez. Donc, s'il vous plaît. Non seulement il éclabousse le président Alassane Ouattara, en plus, il éclabousse également le président Gbagbo, parce que lorsqu'il dit que M. Gbagbo a financé Chirac, alors qu'on sait très bien que le président Gbagbo avait un discours populiste anticolonial qui faisait qu'il était un peu celui qui défendait les intérêts de la Côte d'Ivoire face à la France, ça vient pour éclabousser. Et dans ces deux cas, écartés, on a le président Alassane Ouattara qui est écarté, si on veut dire, le président Gbagbo qui est écarté. Bédié n'étant plus là, on va dire que la page est tournée. Et Bourgui, comme je dis, c'est le corbeau qui vient annoncer la fin d'un régime, n'en déplaise aux militants RHDP, mais pour dire qu'il y a une transition qui va venir en 2025 et puis on va passer à autre chose. Donc, désolé, mais voilà, c'était un peu ça mon avis. Non, vous n'avez pas besoin d'être désolé, madame, vous donnez votre avis, ici on respecte tous les points de vue. Oui, bien sûr. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, madame Marilyn Kissi, vous nous appeliez de Cocody, merci de votre développement. Comme je l'ai dit, ne soyez pas désolés, chacun appelle, chacun donne son point de vue, et c'est pour ça, c'est comme cela que notre pays va avancer, évidemment. Yacouba Doumbia, intervention, réaction. Oui, alors il faut comprendre, il faut restituer les choses dans leur contexte. Gbagbo n'était pas assis là un matin, et puis les Occidentaux ont décidé de le vitrifier. Donc il faut restituer les choses dans leur contexte. Il y a eu une crise en Côte d'Ivoire, une rébellion. Et la communauté internationale s'est invitée, ou du moins elle a été invitée dans la résolution de la crise. Et c'est ce qui a justifié la présence de l'ONUCI, c'est ce qui a renforcé le dispositif de la licorne et tous les acteurs qu'il y avait autour. Donc, toutes ces personnes-là, et d'ailleurs, c'est la communauté internationale qui a financé ces élections. Donc, elle avait un droit de regard sur les résultats de ces élections. Donc, quand les résultats ont été donnés, qu'on a assisté à ce qu'on a vu, naturellement, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni à l'unanimité, avec la Russie et la Chine d'ailleurs, pour demander que des décisions, que des mesures fortes soient prises afin que celui qui a refusé de respecter le verdict des urnes soit dégagé. Et c'est ce qui a été fait. Donc, on n'était pas assis là un matin et ils ont enlevé Gbagbo du pouvoir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a fini par développer la mentalité de ce qu'on appelle la tribu assiégée. C'est-à-dire, on voit aussi derrière chaque acte un complot. Non, je ne crois pas. C'est normal, c'est légitime de penser que Bourgi n'agit pas ex nihilo, c'est légitime de penser. Mais regardez le contexte dans lequel il parle. Il a fait sortir un livre. Maintenant, après, les gens parlent de timing, les gens parlent... Mais il a fait sortir le livre, certainement qu'il a fini de l'écrire il n'y a pas longtemps, et il a estimé que c'était le bon timing. Donc je ne vois pas derrière cette complotite, oui, la France essaie de lâcher. Mais justement, tous ceux qui parlent en se proclamant souverainistes, etc., ils ont encore cette nostalgie de voir la France derrière, de voir les États-Unis derrière, de voir l'Angleterre derrière. Il n'y a rien derrière. La souveraineté, comme l'a dit Arthur Banga, c'est la capacité de décider par nous-mêmes. Et je ne vois pas en quoi est-ce que la France pourrait s'immiscer encore dans ces élections qui viennent si nous-mêmes, on ne va pas chercher quelque chose quelque part. C'est ce que j'ai à dire sur la question. Très bien, oui. Martial. Alors, moi, je vais d'abord dire que tout cela revient à faire en sorte que les élections se passent très bien en 2025. Donc, il faut féliciter donc l'opposition qui demande à ce que le processus électoral soit le plus inclusif possible et le plus transparent. Pour ça, plus personne ne viendra dans nos élections nous dire voici qui a gagné, voici qui n'a pas gagné. Les élections, c'est du calcul.
Une voix, on compte une voix, une autre voix, une troisième voix, et quand c'est transparent, il n'y a pas de débat. Donc tous les rapports, parce que là, ils sont en train de dire que le PDCI n'a pas reçu tous les PV. Mais si dans l'élection, on transmet automatiquement à tous les partis politiques tous les PV, mais ils ont tous les PV et ils peuvent, toutes leurs réclamations qu'ils peuvent faire, ils peuvent le faire. Je suis totalement d'accord avec vous, mais en même temps, dans ce que j'ai compris dans le jeu électoral en Côte d'Ivoire, les partis aussi se donnent les moyens d'avoir les PV. Oui, mais est-ce que le certificateur, est-ce qu'il avait un représentant, il avait des représentants dans les bureaux, dans tous les bureaux, non, pas dans les 20 000 bureaux de vote. Le président est de fait, c'est le... Alors, non, moi je dis, il faudrait qu'on n'attende pas qu'un parti politique ait un représentant avant de lui envoyer des documents. Il faudrait que ce soit automatique, de la même façon dont on transmet tous les documents au Conseil constitutionnel. Non, mais ça c'est pas fait. S'il vous plaît, ça c'est pas fait. Martial Kobri, les partis politiques reçoivent des financements de l'État pour s'organiser, pour être dans les bureaux, parce que ça va contribuer également à la transparence du processus. Oui. Alors, ces financements, est-ce que... Moi, je ne sais pas quels sont les financements. C'est un autre débat, je vous vois venir. C'est un autre débat. Mais ce que je veux dire, il ne faut pas occulter la responsabilité des partis politiques dans le jeu électoral. Non, ce n'est pas une question de parti. Une élection, c'est celui qui organise, qui fait en sorte que les choses soient transparentes. Donc, tous les bulletins, on ne va pas attendre qu'une personne soit dans un bureau de vote pour transmettre des résultats. Voilà, on doit pouvoir transmettre tous les... Mais dans le même temps, si vous n'êtes pas dans les bureaux de vote, quand vous transmettez des résultats que vous ne les reconnaissez pas, ça suscite un autre débat. Mais vous ne les reconnaissez pas, pourquoi? Ce que je dis, ça engage la responsabilité de tous les acteurs. Tu n'étais pas là. On ne peut pas te donner un résultat. S'il vous plaît, c'est Martial. Je ne comprends pas trop. Oui, allez-y. L'organisateur des élections dit on a organisé les élections, voici les résultats. Pourquoi, si c'est transparent, je dis que je ne serai pas là? Je vais t'expliquer beaucoup de cas. Pourquoi? Non, je lui permets, je vais terminer. Alors, moi, je dis qu'il faudrait que le processus électoral, là, il faudrait qu'on travaille de maintenant jusqu'à la fin aux élections, qui soit transparent. Aujourd'hui, c'est le président de la République qui détermine quelle est la caution des candidats qui doivent être aux élections. C'est le gouvernement qui détermine toutes les dates de la commission électorale. La commission électorale n'est pas indépendante. Donc il faudrait que la commission électorale devienne indépendante, qu'elle organise ses élections, qu'elle fasse en sorte que tous les candidats puissent avoir les résultats des élections. Comme ça, tout le monde a les résultats, puis c'est propre. Mais venir dire, ah oui, on a vu 6 000 PV, on n'a pas vu que c'est pour Badini. Badini n'avait aucun représentant des bureaux de vote, on lui a transmis les résultats. Les partis politiques ont dit, ayez d'abord un résultat, un représentant avant d'avoir les résultats. Pourquoi Badini croit aux résultats et les partis politiques ne croiraient pas aux résultats si on les transmet? Très bien, professeur Manga. D'abord, bon, je vais d'abord commencer par la fin des dates. Je t'explique le processus. La CEI n'a aucun pouvoir juridique. Elle n'est pas indépendante. Non, elle n'est pas indépendante. Elle n'a aucun pouvoir juridique. Donc, qu'est-ce qui se passe? La CEI, quand elle finit de consulter, qu'elle arrête une date, puisqu'elle n'a pas de pouvoir, c'est la loi. Puisqu'elle ne peut pas dire CEI, aujourd'hui on écrit, elle fait un projet de décret qu'elle propose au gouvernement. Et le gouvernement, comme c'est au gouvernement que revient le pouvoir décrétionnel, lui, il écrit. Qui participe au processus. Mais il y a un pays, quand même, comme le gouvernement n'a pas participé au processus. C'est le gouvernement qui Donc, finance. c'est lui qui est indépendant, qui envoie, et le gouvernement dit, sur la base de ce que la CEI me donne, on convoque. Ça, le gouvernement n'intervient pas dans les dates, c'est la CEI. Quand elle finit de faire son travail, pour donner force légale au travail qu'elle a fait prendre le gant. Je reviens maintenant sur comment s'organise un bureau de vote. Le président du bureau de vote, il a un nombre de PV qu'il ramène normalement qu'à la commission électorale. Mais en 2010, comme c'était spécial, il y avait le PV de la commission électorale, il y avait le PV du Conseil constitutionnel, il y avait le PV, puisqu'on a donné le pouvoir nous-mêmes à l'ONU de certifier. Donc on lui a donné un PV. Et nous-mêmes encore, on a demandé à un médiateur. Ce médiateur-là, pour bien arbitrer, a demandé un PV. Donc c'est le président du bureau de vote, c'est sa responsabilité. Oui. Les partis politiques disent que eux, ils veulent avoir leur truc à part. Donc, même que ce soit pour les municipales, chaque représentant, comme lui aussi, il veut construire, en plus de ce qu'on va donner, lui, ses représentants vont avoir leur PV. Qu'est-ce qui se passe dans un bureau de vote? Il y a plusieurs cas. Je fais rapidement. Il y a des représentants qui disent, au bout de moi, je ne signe pas. Oui. Il y a des représentants qui sont encore pires. Ils savent bien qu'ils ont perdu, mais comme ils ont pris l'argent, ils vont appeler au QG, dire, on a tel résultat, puis ils ne viennent pas. Et quand tu conserves bien tes PV, tu gagnes toujours. Je vais te donner deux exemples rapidement. Anouloto, dans le Cavalier, en 2013, je crois, les régionales, contre Feu Dagobert Bonzio. Elle a parti saisir. Le staff de Dagobert Bonzio qu'on était serein. Parce qu'ils avaient tous leurs PV. Ils sont arrivés devant le tribunal, ils ont sorti les PV.
À Bassam ici, comment il s'appelle? Ezali. Ezali a eu qu'à huissier pour connaître ses PV. Ils ont refait les élections. Oui. Quand tu gardes tes PV, là, tu n'as pas de problème. Parce que tu vas arriver devant le juge avec tes PV. C'est ça qu'on regarde. Tu me donnes raison. Comment je te donne raison? La CEI organise les PV. Maintenant, chaque candidat a aussi la possibilité de prendre les PV. D'accord, monsieur. Maintenant, non, il y avait quelque chose d'important pour moi à dire en 30 secondes. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas parce qu'on pense au futur qu'on pensera au passé. C'est pas parce qu'on doit penser, on est tous d'accord que les élections doivent être normales, tout ça, qu'on ne va pas chercher à savoir, à mettre fin à cette folle rumeur qui naît de nous faire croire que quelqu'un a gagné. Donc si moi j'estime qu'il a perdu, permettez-moi de venir dire pourquoi il a perdu. J'alimente le débat. Maintenant, si ce débat ne vous intéresse pas, ok, il n'y a pas de problème, mais ça intéresse des gens. La pauvre la dame qui a appelé là, elle a parlé de ça. Le gars qui a appelé avant aussi, il a parlé de ça. Donc elle me dit que quand on parle de qui a gagné, on perd du temps. On ne perd pas de temps. D'accord. On participe au débat. Non, là, je voudrais réagir. Je termine. Parce que le président... Mais vous êtes là pour réagir, monsieur. Je termine. Il vous reste 15 secondes. On m'a dit que, je vais un peu appuyer celui, les présidents français, non, ce n'est pas les présidents français qui ont décidé que Gbagbo parte, c'est les Ivoiriens qui ont élu lui. Et comme ils ne voulaient pas respecter le vote des Ivoiriens, les Nations Unies qu'on a appelées comme témoins ont pris leur responsabilité pour faire respecter l'expression populaire des Ivoiriens. Je suis obligé de vous arrêter ici. Non, mais c'est clair. Je suis obligé de vous arrêter ici. Professeur Yassine Nobou, 30 secondes, vous avez demandé. Je ferai moins. Je voulais simplement dire, quand le président Gbagbo pose les questions, je ne suis pas défenseur pro-domo du président Gbagbo. Oui, allez-y, il n'y a pas de problème. À cette tribune. Mais quand il pose la question, qui a gagné? Toute la Côte d'Ivoire, et beaucoup de personnes disent, mais depuis 2010, allons de l'avant et cherchons à avancer. Mais quand on se retrouve là et que d'autres personnes sont en train de justifier pour dire c'est elle qui a gagné, j'estime que si vous voulez faire ce débat, vous appelez les défenseurs du président Gbagbo, vous vous asseyez et puis vous engagez le débat. Parce que c'est vrai qu'on veut informer nos enfants sur tout, mais vraiment, allons de l'avant. D'accord. Il faut de tout pour faire un monde. Il y en a qui estiment qu'on doit aller de l'avant. Il y en a qui estiment qu'il faut revenir sur ce débat pour éclairer les lanternes. Et il y a Martial Cobry qui réclame encore la parole. Oui, Ali, moi j'ai une question. Est-ce que le PV que la CEI a est différent du PV qu'on donne aux représentants des candidats? Non. Alors, donc pourquoi est-ce que, parce qu'un candidat a ses PV, ça peut le faire gagner plus qu'avec les PV de la CEI? Non, mais je comprends. Je suis pas d'accord. Je veux dire que si les PV qui sont donnés par le président du bureau de vote font foi, c'est ceux-là qu'il faut transmettre. D'accord. Donc votre avis... Parce que si on doute déjà du PV... Oui. En possession de la CEI, doivent être distribués à tout le monde. Exactement, à tout le monde. On a compris votre avis, on le respecte. Monsieur, une dernière question pour passer au prochain sujet. Est-ce que cette sortie de Robert Bourgi, justement, n'interroge pas les rapports entre la France et l'Afrique et ne donne pas du grain à moudre à toutes celles et ceux qui se réclament panafricains, qui estiment qu'il y a l'arrogance de l'élite européenne qui infantilise souvent nos chefs d'État et qu'il faut tourner la page? Est-ce que ce n'est pas justement un élément qu'il faut remettre sur la table au sortir de cette série d'interviews de Robert Bourgi? Apali, Guy. On n'a pas besoin d'être panafricain ou pas pour s'interroger sur cette arrogance. Parce que c'est une arrogance. Elle a une arrogance quand des gens qui ont des vérités ou des contre-vérités, ou qui sont des gens de couloir, qui viennent dire qu'un tel m'a donné de l'argent pour que je donne ça à un président, que ce soit faux ou vrai, il y a un vrai problème de valeur. Mais des deux côtés, il y a les problèmes de valeur des présidents ou de l'élite française, et il y a un problème de valeur au niveau aussi, si ça s'avérait, un problème de valeur à notre niveau. Mais moi, en tant que citoyen, je n'ai pas besoin d'être panafricain pour ne pas être d'accord qu'un chef d'État, que mon bulletin de vote a mis là-bas, et que je soupçonne d'être libre, et que je voudrais être indépendant suffisamment, parce qu'il y a un programme qui m'a présenté, j'aimerais bien que ce soit lui qui tienne et qui tire ses propres ficelles. Ça, c'est ce qu'on voudrait bien. En dehors des questions d'intérêt ou de rapport entre États, on est quand même obligé de croire que ce président qu'on a élu a les moyens de tirer ses propres ficelles. Et ça ne doit pas être un débat de politiciens, ça doit être un débat de tout citoyen. Mais le problème qu'on voudrait observer, c'est que nous sommes dans un monde où personne ne croit en personne, surtout en Côte d'Ivoire. L'incapacité
de l'Ivoirien à faire confiance ou à l'opposition ou au pouvoir qui est en place, l'incapacité des gouvernements à faire appliquer de façon stricte et de façon rigoureuse la loi, l'incapacité des Ivoiriens à se départir de leurs émotions, voici un cocktail qui ressemble à une bombe, qui fait que rien ne semble être fait sans qu'il y ait une main obscure, surtout en ce qui concerne les élections. Parce qu'ailleurs, c'est bien les ministres de l'Intérieur qui organisent les élections, et ce qui fait que les élections sont justes, ce n'est pas parce que nous sommes présents dans tous les bureaux de vote, mais c'est notre capacité à admettre que la loi est appliquée ou applicable. Et avoir confiance dans le système. Et on peut avoir confiance au système. Pour ce faire, il faut une éducation. Pas forcément qu'on vous donne, mais qu'on se donne aussi. Qu'on se donne aussi. Et les premiers à donner l'exemple, c'est bien les politiciens qui devraient arrêter de se suspecter et de se soupçonner et de soupçonner tout le monde aussi. Pour que nous, on puisse suivre, parce que quelquefois, cela peut déranger. Rosordion? Moi, je ne vois pas où se trouve l'arrogance. Ah ouais? Je ne vois pas les choses de cette façon-là. Pourquoi? Parce que les grands poissons mangent les petits poissons. C'est aussi simple que ça. Et parce que nous-mêmes, nous créons les conditions pour qu'on nous parle comme ça. Il y a des pays dans lesquels on n'interviendrait pas de cette manière-là. Parce que ces pays-là se sont organisés de telle sorte que le respect qu'eux-mêmes ont pour eux, là, ça réjaillit dans les relations avec les autres. Donc, moi, je ne suis pas dans la logique des... On va peut-être en parler tout à l'heure, panafricanisme de grain, là, qui croit que dès qu'une maladie apparaît en Occident, c'est contre l'Afrique. Dès qu'une technologie apparaît, ah, ça, c'est pour détruire le continent. Dès qu'un blanc prend la parole, ah là, c'est pas sérieux. Dès qu'un chef d'État comme Macron touche à l'épaule, un de nos chefs d'État, oh, mais ça, c'est quel manque de respect pour notre président. On est toujours dans ce que ce complexe vous et moi, d'infériorité, nous appelons souvent des africaneries. C'est cela. Il faut qu'on en sorte. Mais le respect, ça se mérite. Cela se mérite. Si nous nous respectons, si nous respectons nos institutions, nos autorités, si nous avons un comportement nouveau, Ali, je ne vois pas quelqu'un qui sortirait de nulle part pour venir nous dire que nous ne sommes pas ce que nous sommes. Nous aurions les mots à la bouche pour lui dire ce que nous pensons. Mais nous sommes dans un complexe-là qui nous met dans une position de subordination. Et après, quand un Européen vous salue, vous êtes déjà fâché. Oui. Et vous pensez colonisation. Effectivement. Ah, leurs parents nous ont fait ça, donc lui aussi est en train de faire non. Changeons de paradigme. Prenons-nous en charge. Construisons-nous, ils nous respecteront. Yacouba Doumbia? Oui, on voit seulement le sens élite française, en fait, le sens président africain, élite française, mais il y a aussi le sens inverse. Il y a aussi le sens inverse. Quand vous regardez l'oligarchie financière occidentale, ils sont parfois en quête des hommes politiques bien positionnés sur l'échiquier politique et qu'ils cherchent à financer dans l'attente d'un retour sur investissement. Évidemment, il faut attendre les dividendes. Voilà. Donc, il y a tout ça. Donc, c'est de tout ça qu'il faut parler. Maintenant, après, il y a les questions de partenariat. Pour moi, il faut sortir du complexe du blanc, comme ce que le professeur Dion a dit, en ne voyant pas dans tous les actes posés une volonté de colonisation. D'ailleurs, je me méfie du discours anticolonialiste, je me méfie du discours anti-blanc. Parce que ceux qui ont ce discours s'avèrent être de gros colonialistes. Ceux qui ont ce discours, c'est des personnes qui sont de connivence généralement avec l'oligarchie occidentale financière. Donc il faut en sortir. Il faut décomplexer le débat et permettre aux gens d'agir dans le cadre des partenariats. Et je vais vous prendre un exemple. Quand Arthur Banga est allé en France sur invitation d'Emmanuel Macron... Pour être le nouveau Bourgui. Ouais, mais qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Ah oui, il allait là-bas, c'est leur homme, c'est leur pion. Non, il faut décomplexer le débat. Nous sommes allés à la même école. On a les mêmes diplômes. Voilà le frère Martial Kobri, il est chez eux. J'ai même suivi une de ses interviews dans laquelle il disait qu'il gérait un portefeuille. Donc, il n'y a aucun complexe. Il n'y a absolument rien. Sortons du complexe, revoyons les choses et comme on le dit, on se prend en charge. Et quand vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, c'est par là que je vais terminer, il y a ce qu'on appelle la diversification des partenariats économiques. Aujourd'hui, grâce à la politique qui a été mise en place, on ne peut pas parler de prédominance d'une puissance sur une autre,
mais parce que nous avons la capacité et l'aptitude de traiter avec qui nous voulons. C'est de ça qu'il s'agit. Très bien. Alors, Martial? L'expression cracher au bassinet, ça ne veut pas dire donner de gaieté de cœur. Hein. Ça veut dire être obligé de donner. Donc on te force. Non, lui, oui, ça ne veut pas dire qu'il donne parce qu'il a envie de donner. Il donne en retour pour avoir quelque chose en retour. C'est pourquoi, d'ailleurs, je lui ai... Oui, effectivement. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine influence que ces États-là ont encore sur nos États. Non, mais il aurait pu ne pas donner. Ah non, il aurait pu ne pas donner. Quelles seraient les conséquences? Voilà. Mais on n'en sait absolument rien, il n'y aurait rien. On n'en sait rien. On a vu aussi, il a refusé la proposition qu'on lui a faite. Laquelle? Ce que Bourgui est en train de dire, il dit qu'il a refusé une proposition. Il n'y a pas de proposition. Il n'y a pas de proposition. Vous n'avez pas parlé tout à la fois, monsieur. On est d'aller être enseignant. S'il vous plaît, donc voilà. Et aussi, il faudrait qu'on puisse arrêter aussi cette influence-là. Et peut-être c'est parce qu'on se tourne toujours vers eux pour leur demander des crédits qui sont aussi obligés d'être aussi sur nos États. Alors, s'il vous plaît, essayons quand même de bien gérer nos États, ne plus dilapider les ressources de l'État pour les donner pour des campagnes présidentielles ailleurs. Utilisons nos ressources pour nous-mêmes. On va aller moins chercher des crédits pour pouvoir développer nos pays. Les gens ne nous parleront pas comme ils sont en train de nous parler. Oh, c'est pas même chose. Sébastien? Alors, moi, j'espère que dans 14 ans, on ne viendra pas nous dire quelque chose qui s'est passé aujourd'hui. Parce qu'en général, on ne sait pas le présent. C'est après qu'on sait ce qui s'est passé et après on viendra parler. Donc, je ne pourrais pas, moi, et je le dis toujours, mettre ma main à couper pour les politiciens. Par contre, je reprends. Il faut que les Ivoiriens quittent les émotions. Quand il est question des règles, le problème que nous avons, c'est l'incapacité à respecter les règles ou alors le fait qu'il y a des problèmes de compétences dans l'organisation de nos élections, parce que pour moi, ce n'est pas un problème spirituel, c'est un problème de compétence. Et la compétence, ça peut rassurer. Maintenant, il y a un petit côté du financement. Je ne sais pas si les élections présidentielles dans les pays africains surprennent les Africains. Sinon, on pouvait mettre de l'argent de côté pour pouvoir faire pour pouvoir financer ces élections. Oui, parce que s'il faut qu'on prenne toujours de l'argent avec quelqu'un pour financer ses propres élections, c'est nous qui mettons en place le système pour qu'un matin, on t'appelle au téléphone pour te dire 2 mots. Donc, il faut peut-être prendre une tirelire déjà maintenant pour mettre de l'argent régulièrement pour qu'on puisse faire ces élections et que personne n'appelle personne d'où que ce soit. C'est exactement ce que l'élection professeur Professeur Yassine Nobou et le professeur Bangan, on termine, allez-y. Moi, je ne parlerai pas longtemps. Je voulais simplement dire, est-ce que le convoyage, c'est là que lorsque mon voisin parlait, je souriais, je voulais juste poser la question, est-ce que le convoyage des fonds de l'Afrique vers l'Europe s'est arrêté? Oui, c'est arrêté. Non. Banga, il pose une question. C'est le nouveau Banga, je ne souhaiterais pas que tu me répondes. Je me pose une question à moi. C'est une question que vous renversez. Ça vient de là-bas aussi. Le convoyage s'est arrêté. S'il ne s'est pas arrêté, et comme il a dit, nous l'apprendrons un peu plus tard et nous saurons ce qu'il y a. Pour moi, la réalité des faits qui rattrape et qui emmène nos dirigeants dans les financements obscurs, qui fait que nous ne pouvons pas savoir ce qui se passe au moment où nous sommes dans l'existence. Lorsque vous êtes sur un terrain de football, vous n'avez pas la même lecture que celui qui est dans les tribunes. Plus tard, on verra. Lorsqu'on est à l'œuvre, les choses changent. Et j'ai l'habitude de dire que j'ai l'impression qu'il y a un génie malfaisant dans le fauteuil des décisions et des présidents. Lorsque tu es dehors, tu dis beaucoup de choses. Une fois que tu t'assois, il happe ton esprit et tu fais autre chose. C'est pourquoi il faut être humble. J'espère simplement qu'avec tout ce qu'on dit, le convoyage des fonds s'est arrêté, que les djembés n'existent plus de l'Afrique vers l'Europe. Merci. Professeur Banga. Déjà, il n'a pas attendu 14 ans pour le dire. En 2011, le même jour là, où il a fini, là, il a fait une interview à RFI. C'est quand il dit, quand les gens disent, non, il n'a pas attendu 14 ans, il a dit en 2011, il a réduit en 2014, il a réduit durant l'affaire Fillon en 2017. Et il est venu écrire maintenant ce qu'il a déjà dit depuis 2011. Ce n'est pas quelque chose qu'il dit aujourd'hui. Il n'y a pas de révélation. On le sait, non, si vous ne savez pas d'où ça vient, vous n'avez pas dit on va attendre 14 ans. Vous avez dit on a déjà dit. Quand vous dites j'attends 14 ans, c'est comme vous êtes en train de me dire qu'il n'a jamais dit ça. Il a déjà dit plusieurs fois. Il a déjà dit en 2011 qu'il a envoyé l'argent. Il a déjà dit en 2011 qu'il a dit.
Professeur Banga, ça on a entendu. Non, mais attendez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je répète tout ce qu'on dit. Professeur Nobo, s'il vous plaît. Non, non, moi, on m'intimide pas. Je répète ce que je dis. Vous m'intimidez pas non plus. Je suis pas là pour intimider, c'est pas mon objectif. Professeur Ce que Nobo, on dit, Professeur Banga, s'il vous plaît. Non, je réorganise. Je vous donne la parole. Je suis très calme. Je vous donne la parole tout de suite, ne vous inquiétez pas. Professeur Nobo, on va se calmer. Je suis très calme. Non, bien sûr, bien sûr. Non, c'est valable pour tout le monde. On poursuit l'émission. On a une pause. On va marquer une pause tout à l'heure. Et puis chacun pourra souffler. Professeur Banga, vous terminez. Donc je dis. Mais vous voyez que je vous donne la parole. En 2000, on n'a pas attendu 14 ans pour le dire. Tous ceux qui le disent, qu'on a attendu 14 ans, c'est faux. J'ai commencé à le dire depuis 2011. J'ai posé une question. Deuxième chose, effectivement, non, c'est important que je le dise. Deuxième chose, effectivement, Bourgi, c'est le dernier visage. Aujourd'hui, Bourgi n'est pas dans la connexion, il n'est plus dans le game. Ça, je le dis, il n'est plus dans le game depuis le dernier président avec qui Bourgi a parlé d'Afrique France, c'est Sarkozy. Il n'a même pas parlé avec moi. Ça, Hollande encore moins aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a de nouveaux acteurs qui construisent cette réflexion, qui mènent cette réflexion. On l'a vu par exemple sur la réforme générale, la discussion avec Achille Bembe. On a vu sur le rapatriement des œuvres pillées pendant la colonisation, la discussion avec Ferwin Sarr. On va avec une discussion avec Lise Gomis aujourd'hui sur... Donc selon vous, il n'y a plus de convoyage de mallettes? Bon, après, je ne vais jamais dire jamais, mais non, je dis ce que je sais. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je dis ce que je sais. Donc, pour ce que je sais, on est déjà dans la transformation de la relation afro-française, ce qui est nécessaire. Et je suis bien d'accord avec vous, Bourgi, il incarne cette pratique. Il suffit de lire des livres comme François-Xavier Verschatt, de lire Le syndrome Foka de Jean-Pierre Baptiste, de lire un peu. Et puis on va voir que c'est même documenté. Il suffit de se rappeler de l'affaire Giscard sur les diamants de Bokassa. Je ne sais pas pourquoi les gens sont émus. Peut-être qu'ils ne savaient pas. Bon, si c'est le cas, il faut qu'ils lisent. D'accord. Et c'est pour cela que Sébastien Gueye-Pali parlait de sortir des émotions. Effectivement. Nous, on va sortir quelques petites émotions, des petites frictions de tout à l'heure. On va marquer une courte pause et on poursuit juste après. Okay. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.